Laissez-la mourir. Elle ne sert plus à rien. Elle n'est qu'un poids mort. Enterrez-la dès que possible. C'est ce que Brandon murmura à sa maîtresse, assise à côté du lit d'hôpital. Pendant qu'Ava, sa femme, gisait dans le coma, luttant pour la vie qu'ils avaient abandonnée depuis longtemps. Pendant des semaines, ils planifièrent ses funérailles, choisirent des fleurs, décidèrent qui lirait l'éloge funèbre et même quelle robe elle porterait lorsqu'elle serait enterrée. Ils en rirent. Ils s'embrassèrent à cause de cela. Ils se disputèrent de même pour savoir qui hériterait de la maison, qui recevrait la bague en diamant. Ava n'entendait rien. Mais un homme se tenait dans l'obscurité du couloir et entendait chaque mot. Ce n'était pas un médecin. Ce n'était pas un infirmier. Ce n'était pas un membre de la famille. C'était Nathan Sterling, le plus puissant parrain de la mafia de la côte est des États-Unis. L'homme qui avait juré de la protéger 20 ans plus tôt, alors qu'elle n'était qu'une enfant de 7 ans, qui lui avait sauvé la vie dans une ruelle sombre. Puis, un matin, tout a changé. Un léger mouvement du doigt, une respiration superficielle et fragile, un halètement de l'infirmière. Elle est réveillée. Et dès que ces mots ont retenti, Brandon a paniqué. Non pas de joie, mais de peur. Peur de ce dont elle pourrait se souvenir. Il a donc fait l'impensable. Quelque chose de plus sombre que n'importe quelle trahison. Quelque chose qu'il croyait que personne ne verrait jamais. Mais le destin a sa propre façon d'exposer les monstres au moment même où ils se sentent le plus en sécurité. Et Nathan Sterling, l'homme dans l'ombre, ne laissera personne lui toucher, pas même son mari, surtout pas son mari. Voici l'histoire d'une femme qui revient d'entre les morts pour découvrir que le véritable danger n'était pas le coma. C'était l'homme qui l'attendait à son chevet. Si vous voulez savoir si Ava échappe aux griffes de l'homme qui veut la tuer, cliquez sur j'aime dès maintenant. Partagez-la avec vos proches pour diffuser cette histoire pleine de sens. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car les meilleures histoires vous attendent encore. La pièce était plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par la lueur bleu pâle des grands écrans qui projetaient leur lumière sur le visage froid et immobile de Nathan Sterling. Il était assis, immobile, dans un fauteuil en cuir noir, les yeux rivés sur un seul écran, celui qui diffusait les images de la chambre d'hôpital numéro 37 au 12e étage, où une jeune femme gisait, parfaitement immobile, sous un enchevêtrement de tubes et de machines. Ava Lawson. Ce nom était gravé dans son esprit depuis 20 ans, comme une cicatrice qui ne guérissait jamais, comme une promesse qui ne s'estompa jamais. Nathan ne quittait pas l'écran des yeux, pas même une seconde. Il observait chaque montée et chaque descente de sa respiration, chaque clignement des yeux de l'infirmière qui vérifiait ses signes vitaux, chaque pas de l'homme qui se disait son mari chaque fois qu'il entrait dans la chambre, et chaque fois que Brandon Mitchell apparaissait. Les doigts de Nathan se crispaient sur l'accoudoir si fort que ses jointures blanchissaient. On frappa à la porte. Nathan ne se retourna pas. Il se contenta d'acquiescer légèrement. La porte s'ouvrit et Léo Martinez entra. Grand, imposant, le visage impassible, mais les yeux clairement inquiets. Léo était le bras droit de Nathan depuis 15 ans. La seule personne qui savait pourquoi le plus puissant parrain de la mafia de la côte Est était obsédé par une fille ordinaire allongée dans le coma à l'hôpital. « Patron, j'ai un rapport », dit Léo en posant une maillette remplie de dossiers sur le bureau. Nathan ne se retourna toujours pas. « Parle ». Léo ouvrit la mallette et feuilleta quelques pages. Brandon Mitchell, 31 ans, homme d'affaires, propriétaire d'une petite société immobilière au bord de la Fayette. Il doit près de 500 000 $ à la banque et au moins 3 créanciers privés lui réclament le paiement de leurs créances. Nathan pencha légèrement la tête, invitant Léo à continuer. Il avait souscrit une assurance vie pour sa femme 6 mois avant l'accident. Le capital assuré s'élève à 2 millions de dollars. Nathan se retourna enfin, les yeux noirs comme du charbon, brillant d'une froideur terrifiante. Quoi d'autre? Léo hésita un instant, puis continua. La femme qui rend régulièrement visite à Ava à l'hôpital, Megan Pierce, elle n'est pas une amie proche comme elle le prétend. D'après notre enquête, elle et Brandon ont une liaison depuis au moins 4 ans, ce qui signifie qu'elle a commencé avant même que Brandon ne rencontre Ava. Nathan se leva et se dirigea lentement vers le plus grand écran. Ava était allongée, immobile, le visage pâle, les lèvres gercées et sèches, ses cheveux châtain clair étalés sur un oreiller blanc. Elle était toujours aussi belle,
toujours aussi douce, toujours aussi innocente, comme dans ses souvenirs d'il y a 20 ans. Seulement, aujourd'hui, elle luttait contre la mort tandis que l'homme qui aurait dû la protéger priait pour qu'elle meure. Que dit-il à sa maîtresse lorsqu'il est dans la chambre? Demanda Nathan d'une voix basse et posée. Léo secoua la tête. Patron, nous ne pouvons pas les surveiller à distance avec l'équipement actuel de l'hôpital. Les caméras n'enregistrent pas le son et nous avons besoin d'un dispositif d'écoute permanent pour obtenir des preuves légales de leurs aveux. Nathan resta silencieux pendant un long moment. Au-delà de la vitre, la ville de Boston s'enfonçait dans la nuit. Les gratte-ciels scintillaient de mille feux, tels des étoiles factices. Mais Nathan ne voyait rien d'autre que le visage d'Eva sur l'écran. Elle lui avait sauvé la vie alors qu'il n'avait personne. Elle lui avait donné de l'eau alors qu'il mourait de soif. Elle l'avait caché dans une misérable petite cabane alors que le monde entier voulait sa mort. Une enfant de 7 ans aux yeux verts limpides et au sourire sans peur. Installez un dispositif d'écoute dans sa chambre, ordonna Nathan. Je veux entendre tout ce que dit ce salaud. Léo acquiesça. Compris. Autre chose? Nathan se tourna vers son subordonné. Son regard était si froid que Léo dut réprimer un frisson. Enquête sur l'accident de voiture. Je veux savoir exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. Les freins, la direction, tout. Je veux un rapport dans les 48 heures. Léo savait que ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Il s'inclina et quitta la pièce. Le silence revint dans la pièce. Nathan se tenait seul devant l'écran, regardant Eva respirer. Il n'était pas un homme bon. Il savait que ses mains avaient été souillées par le sang d'innombrables ennemis. Il avait bâti son empire sur les os de tous ceux qui avaient osé le trahir. Mais pour Ava, il était prêt à être tout ce dont elle avait besoin. Un protecteur, un ange gardien ou un démon prêt à traîner en enfer ceux qui lui avaient fait du mal. Il y a 20 ans, elle l'avait sauvé avec la pure gentillesse d'une enfant. 20 ans plus tard, il la sauverait à tout prix. Nathan leva la main vers l'écran, juste à l'endroit où apparaissait le visage d'Eva. Sa voix n'était qu'un murmure dans l'obscurité. « J'ai promis de te protéger, Eva. » Et Nathan Sterling ne rompt jamais une promesse. Il y a 20 ans, par une nuit de pluie incessante dans le sud de Boston, Nathan Sterling, 16 ans, pensait qu'il allait mourir. Il était recroquevillé dans une ruelle sombre, derrière une rangée d'immeubles. Le sang d'une balle qui lui avait transpercé l'épaule gauche imprégnait sa veste en cuir déchiré. La pluie froide fouettait son visage, mais il n'avait plus la force de frissonner. Son père, un petit parrain de la mafia, venait d'être assassiné sous ses yeux. Il venait d'être... Les tueurs l'avaient poursuivi pendant 3 heures d'affilée, rue après rue. Ils lui avaient tiré une balle, puis avaient disparu dans le rideau de pluie. Maintenant, il était là, seul, orphelin, en sang, attendant la mort. Il avait essayé de joindre les hommes de son père, mais personne n'avait répondu. Peut-être étaient-ils morts eux aussi. Peut-être l'avaient-ils trahi, il s'en moquait désormais. Ses paupières devinrent insupportablement lourdes, et il les laissa se fermer lentement, de son plein gré. Puis il entendit des pas, petits et légers. Nathan ouvrit les yeux de force, la main tremblante, et chercha le couteau caché dans la jambe de son pantalon. Mais ce qu'il vit n'était pas un ennemi. C'était une petite fille. Une petite fille qui ne devait pas avoir plus de 7 ans, vêtue d'une robe à fleurs usée, les cheveux châtains trempés par la pluie, debout à l'entrée de la ruelle, le regardant fixement de ses grands yeux verts. Elle ne cria pas. Elle ne s'enfuit pas. Elle resta simplement là, la tête penchée, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. « Va-t'en !» grogna Nathan d'une voix faible et rauque. « Ce n'est pas un endroit pour toi. » La fillette ne l'écouta pas. Au contraire, elle s'approcha, s'agenouilla à côté de lui, le regard fixé sur le sang qui se répandait sur son manteau. « Tu es blessé, » dit-elle d'une voix douce mais sans crainte. « Tu as besoin d'aide. » Nathan voulait la repousser, lui crier dessus, s'enfuir avant que les hommes qui le poursuivaient ne reviennent. Mais il n'avait plus de force. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester allongé là et regarder l'étrange petite fille se lever et s'éloigner en courant. Il pensait qu'elle l'avait abandonné. Il ne lui en voulait pas. Mais 5 minutes plus tard, elle revint avec une vieille serviette, une bouteille d'eau et quelques morceaux de pain emballés dans un sac en plastique. « Je n'ai pas de bandage, » dit-elle, ses petites mains pressant déjà la serviette contre sa blessure. « Mais ma mère dit qu'il faut d'abord arrêter le saignement. Ça fait très mal? »
Nathan serra les dents lorsque la douleur le transperça alors qu'elle appuyait plus fort sur le trou laissé par la balle. Mais il ne cria pas. Il se contenta de la regarder. Il regarda son petit visage se crisper sous l'effet de la concentration. Il regarda ses mains qui tremblaient, mais qui essayaient quand même de faire exactement ce qu'on lui avait appris. « Qui es-tu » murmura-t-il. La fillette leva les yeux et sourit. Un sourire que Nathan n'oublierait jamais. « Je m'appelle Ava. Ava Lawson. Je vis dans la dernière maison près de la ruelle avec ma mère. Qui es-tu » Nathan ne répondit pas. Il ne voulait pas l'entraîner dans le monde sanglant dont il venait, mais Ava n'avait pas besoin de réponse. Elle continua simplement à l'aider, comme si sauver un adolescent blessé qui saignait dans une ruelle sombre était la chose la plus normale au monde. 3 jours. Ava cacha Nathan dans la vieille remise derrière sa maison pendant 3 jours entiers. Chaque jour, elle lui apportait en cachette de la nourriture et de l'eau. Elle volait de l'antiseptique dans l'armoire à pharmacie de sa mère pour nettoyer sa blessure. Elle lui apporta même une vieille couverture lorsque les nuits devinrent froides. Elle ne lui demanda jamais qui il était, ni pourquoi on lui avait tiré dessus. Elle ne lui demanda rien du tout. Elle l'a simplement aidé avec toute l'innocence et la gentillesse dont une enfant de 7 ans peut faire preuve. Le 4e jour, les proches de Nathan l'ont finalement retrouvé. Ils sont venus pendant la nuit, silencieux et rapides, et l'ont emmené avant le lever du soleil. Mais avant de partir, Nathan s'est retourné et a regardé Ava une dernière fois. Elle se tenait à l'entrée de la remise, les yeux verts brillants au clair de lune, lui faisant signe de la main. « Promets-moi » lui a-t-elle lancé d'une voix claire comme le son d'une cloche. « Tu dois vivre. Tu dois me le promettre. » Nathan s'est arrêté. Il s'est retourné, l'a regardé droit dans les yeux et pour la première fois de sa vie, il a voulu tenir une promesse. « Je vivrai, Ava » a-t-il dit d'une voix rauque mais assurée. « Et je ne t'oublierai jamais. Je te le promets. » Cette nuit-là, Nathan Sterling disparut dans l'obscurité, mais il tint parole. Pendant 20 ans, il la surveilla de loin, la protégeant sans qu'elle ne le sache. Et maintenant, alors qu'elle était dans le coma à l'hôpital, avec un homme qui voulait sa mort à ses côtés, Nathan ne laisserait personne la toucher. 24 heures après que Nathan eut donné l'ordre, le dispositif d'écoute avait été installé sans encombre dans la chambre d'hôpital d'Ava. Il n'était pas plus gros que le bout d'un petit doigt, caché dans un faux vase à fleurs sur le rebord de la fenêtre, un endroit où personne ne songerait jamais à regarder. Léo Martinez supervisa personnellement l'installation, s'assurant que chaque son à l'intérieur de cette chambre serait transmis directement à la salle de surveillance secrète de Nathan. Et ce soir-là, pour la première fois, le dispositif capta quelque chose que Nathan voulait entendre et ne voulait pas entendre. La voix de Brandon Mitchell résonna dans le haut-parleur, grave et froide, dépourvue du chagrin qu'il affichait devant les médecins et les infirmières. 2 millions de dollars, Megan. 2 millions de dollars. Tu comprends combien ça représente? Le gloussement de Megan Pierce s'inséra entre ses mots. Bien sûr que je comprends. Je t'ai aidé à choisir cette police, tu te souviens? Mais tu dois être patiente. Elle n'est pas encore morte. Nathan resta parfaitement immobile dans l'obscurité, les yeux noirs comme du charbon fixés sur le petit haut-parleur posé sur le bureau. Chaque mot de Brandon et Megan le transperçait comme un couteau enfoncé dans sa poitrine. Non pas parce que cela lui faisait mal, mais parce que cela le mettait en rage. Le médecin a dit que son cerveau ne réagissait pas. Brandon continua, son impatience désormais évidente. Si je peux les convaincre qu'elle n'a plus aucun espoir, ils recommanderont de débrancher le respirateur. La famille a le droit de décider, et je suis son mari. Megan resta silencieuse un instant, puis elle demanda. « Et sa mère? » « Elle ne semble pas vous faire beaucoup confiance, » ricana Brandon. « Patricia Lawson. Ce n'est qu'une vieille veuve sans aucun pouvoir. J'ai déjà préparé les documents pour la procuration médicale. Elle les a signés avant l'accident. Toutes les décisions concernant sa santé m'appartiennent. » Nathan serra le poing si fort que ses jointures craquèrent. Il avait tout planifié à l'avance. Il avait tout calculé avant même qu'Ava ait l'accident. Et cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Ce n'était pas un accident. La voix de Megan se fit à nouveau entendre. Et cette fois, elle était empreinte d'une excitation malsaine. « Alors, quand vas-tu parler au médecin? »« Demain, » répondit Brandon. « Je jouerai le mari dévasté qui ne supporte pas de voir sa femme souffrir. Je pleurerai, je tremblerai. Je dirai qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas vivre comme un légume. Ils me croiront. Ils croient toujours.
Un doux baiser retentit dans le haut-parleur, suivi du rire satisfait de Megan. « Je t'aime, dit-elle. Quand tout sera fini, où irons-nous? » « Aux Maldives, répondit Brandon sans hésiter. J'ai déjà repéré un complexe hôtelier, une plage privée, une villa sur pilotis, personne pour nous déranger. Nous le méritons après tout ce que nous avons traversé. Nathan eut envie de vomir. Tout ce qu'il avait traversé. Il parlait de souffrance alors que sa femme gisait là, mourant lentement dans ce lit à cause de lui. Il parlait de souffrance alors qu'il prévoyait de la tuer à nouveau si la première tentative échouait. Il parlait de souffrance alors qu'il embrassait sa maîtresse à côté du corps inerte de sa femme. Léo entra juste au moment où la conversation se terminait. Il regarda Nathan, les mains serrées si fort que le sang pouvait à peine y circuler. Il regarda ses yeux brûlants, semblables aux flammes de l'enfer. « Patron, dit Léo doucement, vous voulez que je m'occupe de lui? » Nathan ne répondit pas tout de suite. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la ville de Boston noyée dans la nuit. Quelque part là-bas, dans une chambre d'hôpital froide, Ava luttait contre la mort. Elle ne savait pas que son ennemi le plus dangereux n'était pas le coma. Son ennemi le plus dangereux était assis juste à côté d'elle, lui tenant la main, feignant de l'aimer tout en comptant les jours qui la séparaient de la mort. Pas encore. Nathan finit par parler, d'une voix glaciale, porteuse d'une promesse infernale. La mort serait une récompense trop rapide, trop généreuse pour un homme comme lui. Je veux qu'il perde, tout d'abord, son argent, sa réputation, sa liberté. Je veux qu'il voie son monde s'écrouler morceau par morceau avant que je ne vienne lui prendre la dernière chose qui lui reste. Léo acquiesça, comprenant parfaitement Nathan. Et elle, alors? Nathan se retourna vers l'écran où Ava gisait toujours immobile sous les tubes et les machines. Son visage s'adoucit légèrement avant de se durcir à nouveau. « Elle vivra, » dit-il avec une certitude absolue. « Même si je dois brûler le monde entier, obscurité. » C'était tout ce qu'Ava pouvait ressentir. Une obscurité épaisse et lourde l'enveloppait comme une énorme couverture, étouffant tous ses sens. Elle ne savait pas où elle était. Elle ne savait pas depuis combien de temps. Elle ne savait pas ce qui s'était passé. Elle savait seulement qu'elle était piégée, emprisonnée dans son propre corps, incapable de bouger, incapable d'ouvrir les yeux, incapable même de murmurer. Parfois, elle sentait une légère pression sur sa main, comme si quelqu'un la tenait. Parfois, elle sentait un courant d'air froid effleurer sa peau, transportant l'odeur âcre des antiseptiques et du linge d'hôpital. Parfois, elle entendait des pas se rapprocher, puis s'éloigner, le bip-bip régulier des machines, des chuchotements provenant d'un endroit incroyablement lointain. Mais tout était flou et déformé, comme si elle coulait au fond d'un lac profond, s'efforçant d'entendre les sons provenant de la surface. Puis une voix transperça l'obscurité. La voix de Brandon. Elle la reconnut instantanément, même à distance, même déformée et dénaturée. Mais ce qu'elle entendait n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas le chagrin douloureux d'un mari attendant que sa femme se réveille. Elle est un poids mort. Les mots de Brandon résonnaient, froids et impatients. Je ne peux pas continuer comme ça éternellement. Ava avait envie de crier. Elle voulait ouvrir les yeux, le regarder en face, lui demander pourquoi. Pourquoi l'homme à qui elle avait donné tout son cœur la traitait-il de fardeau? Pourquoi sa voix était-elle glaciale lorsqu'il parlait d'elle? Pourquoi avait-elle le sentiment que quelque chose n'allait pas? Vraiment pas. Même si elle ne se souvenait pas de quoi il s'agissait, son corps ne lui obéissait pas. Elle était toujours enfermée dans l'obscurité, impuissante, désespérée, incapable de faire autre chose que de rester allongée là et d'écouter les murmures venimeux de l'homme qui était censé la protéger. Le bruit de la porte qui s'ouvrait arracha Ava au bord du désespoir. Une odeur familière flottait dans la pièce. De la lavande et des biscuits au beurre. L'odeur des après-midi tranquilles dans la petite cuisine de son enfance. Maman Patricia Lawson entra dans la chambre d'hôpital, les yeux gonflés d'avoir pleuré et le visage creusé par des nuits sans sommeil. Elle avait 54 ans, mais les dernières semaines l'avaient vieilli de 10 ans. Voir sa fille allongée, immobile, sous les tubes et les machines, lui donnait l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur chaque jour un peu plus fort. « Ma petite fille », murmura Patricia en prenant la main glacée d'Ava. « Je suis là, tu n'es pas seule. » Ava voulait serrer la main de sa mère. Elle voulait lui dire qu'elle pouvait l'entendre. Elle était toujours là. Elle essayait de revenir, mais ses doigts ne bougeaient pas.
Son corps la trahissait encore. Brandon se leva de la chaise dans le coin où il avait passé la dernière heure à consulter son téléphone. Il s'approcha de Patricia et posa une main sur son épaule en signe de faux réconfort. « Maman, tu devrais rentrer et te reposer », dit-il d'une voix pleine d'inquiétude. Patricia ne lui faisait plus confiance. « Je vais rester ici avec Ava. Tu n'as pas dormi de la nuit. » Patricia ne se retourna pas pour le regarder. Elle continua à caresser la main de sa fille, les yeux fixés sur le visage pâle d'Ava. « Je suis sa mère », dit-elle d'une voix calme, mais avec une fermeté qui ne laissait aucun doute. « Je resterai aussi longtemps que je le voudrais. » Brandon resta silencieux pendant un moment, la mâchoire crispée. Patricia sentit l'atmosphère changer. Une tension qu'elle ne pouvait expliquer, mais qu'elle ne pouvait nier. Quelque chose n'allait pas chez cet homme. Elle le sentait depuis longtemps, même avant l'accident d'Ava, les appels téléphoniques nocturnes que Brandon prenait toujours dehors, les longs voyages d'affaires qu'il n'expliquait jamais clairement, le regard froid dans ses yeux quand il pensait que personne ne le regardait. Et maintenant, la façon dont il regardait Ava. Pas avec l'inquiétude d'un mari, mais avec l'impatience de quelqu'un qui attend que quelque chose se termine. « Qu'a dit le médecin à propos de son état ?» demanda Patricia, sans se retourner. Brandon s'éclaircit de la gorge. « Ils ont dit que son cerveau ne montrait pas beaucoup d'activité. Elle pourrait ne jamais se réveiller. » Il fit une pause, puis ajouta d'un ton si théâtralement triste que Patricia en eut la nausée. « Nous devrons peut-être prendre une décision difficile. » Patricia se retourna enfin et regarda Brandon droit dans les yeux. Elle ne dit rien, mais son regard en disait long. La suspicion, la vigilance, l'hostilité silencieuse d'une mère dont l'instinct lui criait que sa fille était en danger. « Ma fille se réveillera », dit-elle, chaque mot clair et certain. « Et je serai là quand elle le fera. » Brandon ne répondit pas. Il se contenta de sourire, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Puis il quitta tranquillement la pièce de Wamis. Patricia le regarda partir, le cœur battant à tout rompre d'une peur qu'elle ne pouvait encore nommer. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle le savait, et elle allait découvrir ce que c'était. Le lendemain matin, Brandon Mitchell se tenait devant la porte du bureau du Dr. Richard Hayes, arborant un visage parfaitement triste. Il avait répété cette expression devant le miroir des dizaines de fois, des yeux rougis comme s'il avait pleuré aux épaules affaissées, comme s'il portait le poids du monde entier sur ses épaules. Il frappa, attendit qu'on l'invite à entrer, puis pénétra dans la pièce comme un homme sur le point de s'effondrer. « Dr. Hayes, je suis désolé de vous déranger, » dit Brandon d'une voix tremblante, soigneusement calculée. « Mais je n'en peux plus. J'ai besoin de connaître la vérité sur l'état de santé de ma femme. » Le Dr. Hayes était un homme de 45 ans aux cheveux grisonnants et au regard vif et observateur. Il exerçait la médecine depuis suffisamment longtemps pour reconnaître quand quelqu'un jouait la comédie, mais Brandon Mitchell jouait trop bien, et le chagrin qu'il affichait semblait si réel qu'il en était effrayant. « Monsieur Mitchell, » dit le médecin d'une voix douce et compatissante, « je comprends que c'est un moment très difficile pour vous. L'état d'Ava est stable, mais nous ne pouvons toujours pas donner de conclusion définitive. » Brandon s'assit sur la chaise et enfouit son visage dans ses mains dans une posture de désespoir. « Docteur, j'ai lu des articles sur des cas comme celui-ci. » Il leva les yeux, les larmes brillant dans son regard. « Je sais que parfois, les patients ne se réveillent jamais. Ils restent là, année après année, sans vivre ni mourir. Ava m'a dit qu'elle ne voulait pas vivre comme ça. Elle a dit qu'elle préférait mourir plutôt que d'être un fardeau pour quelqu'un. » Le Dr. Hayes fronça les sourcils. « Monsieur Mitchell, il est beaucoup trop tôt pour prendre une telle décision. Ava est dans le coma depuis moins d'1 mois. Certains patients se réveillent après plusieurs mois, voire plusieurs années, mais d'autres ne se réveillent jamais. » Brandon insista, sa voix trahissant une supplication soigneusement mesurée. « Docteur, je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour ma femme. Si elle souffre, si elle est prisonnière de son propre corps, sans aucun moyen de s'en échapper, je ne peux pas le supporter. Je l'aime trop pour la voir dans cet état. » Les mots de Brandon étaient doux comme du miel, sincères comme s'il souffrait vraiment d'un chagrin insupportable. Le Dr. Hayes ne savait pas que derrière ce masque de deuil se cachait un cœur sombre qui comptait les jours jusqu'à la mort de sa femme. « Nous continuerons à la surveiller, » conclut le Dr. Hayes. « Mais vous devez comprendre que cet hôpital ne prendra aucune décision précipitée. Ava reçoit les meilleurs soins que nous pouvons lui prodiguer. »
Brandon acquiesça, gardant son air triste jusqu'à ce qu'il sorte du bureau. Mais dès que la porte se referma derrière lui, son expression changea complètement. Le chagrin disparut comme s'il n'avait jamais existé, remplacé par de l'irritation et de l'impatience. Il sortit son téléphone, tapa rapidement un message, puis se dirigea vers l'ascenseur. 15 minutes plus tard, Brandon était assis dans un café à 3 pâtés de maison de l'hôpital, en face de Megan Pierce. Elle portait une robe rouge moulante, ses cheveux blonds étaient bouclés et soigneusement coiffés, ses ongles étaient vernis d'un rouge sang. On aurait dit qu'elle était à un rendez-vous galant et non en train de discuter d'un meurtre. « Le médecin ne veut pas vous écouter », demanda Megan, les lèvres pincées de déception. Brandon secoua la tête et but une gorgée de café noir. Il est trop prudent. Il parle d'éthique médicale et de ne pas précipiter les choses. J'ai besoin de plus de temps pour le convaincre. Megan soupira, tapotant légèrement la table du bout des doigts. Je ne veux plus attendre. Brandon, nous avons assez attendu. Quand elle mourra, nous serons libres. Tu le sais bien. Brandon lui prit la main, les yeux brillants de cupidité. 2 millions de dollars d'assurance. La maison, la voiture, tous ses biens. Nous aurons tout. Megan sourit, mais cela ne suffisait pas à la satisfaire. Elle se pencha en avant et baissa la voix. « Je veux la bague en diamant. » Brandon fronça les sourcils. « Quelle bague? »« La bague de sa grand-mère, » répondit Megan, les yeux brillants de convoitise. « Je sais qu'elle vaut au moins 50 000 dollars. C'est un héritage et je la veux. » Brandon hésita. Patricia ne lâchera pas cette bague facilement. Elle la chérit. Megan eut un rire froid, sa voix glaciale. « Alors trouve un moyen de la prendre. Quand Ava mourra, tu seras l'héritier légal. Patricia n'a aucun droit. Ce n'est qu'une vieille veuve. » Brandon regarda Megan avec cupidité. Elle ne prenait pas la peine de cacher son beau visage. Et il sourit. Ils formaient un couple parfait. 2 démons sous forme humaine, assis là, calculant comment se partager la fortune de la femme qu'ils poussaient lentement vers l'enfer. Au même moment, Brandon et Megan étaient assis dans un café, discutant de la façon dont ils allaient se partager les biens d'Ava. Léo Martinez entra dans la salle de surveillance secrète de Nathan, portant un épais dossier et le visage tendu par la tension. Il n'avait pas dormi depuis 48 heures pour accomplir la tâche que Nathan lui avait confiée, et ce qu'il avait découvert était pire que les prévisions les plus sombres. Nathan se tenait devant les grands écrans. Regardant l'image d'Ava allongée immobile dans son lit d'hôpital, il ne se retourna pas lorsque la porte s'ouvrit. Il se contenta de hocher légèrement la tête, invitant Léo à faire son rapport. « Patron, j'ai les résultats de l'enquête sur l'accident. » Léo posa le dossier sur le bureau, la voix grave, comme s'il prononçait une sentence de mort. Et ce n'était pas un accident. Nathan se retourna enfin, ses yeux noirs fixant Léo. « Parle. » Léo ouvrit le dossier et en sortit une pile de photos de la voiture d'Ava après l'accident. Le véhicule était presque méconnaissable. Mais les gros plans montraient un détail que la police avait manqué. Le câble de frein était sectionné. Léo désigna une image agrandie. Il n'avait pas été déchiré par l'impact ni usé par le temps. Il était partiellement sectionné, juste assez pour que le liquide de frein s'écoule lentement. Quand elle avait pris l'autoroute, les freins fonctionnaient encore. Mais quand elle avait dû freiner brusquement pour éviter le camion devant elle, le liquide s'était écoulé. Elle n'avait aucune chance. Nathan fixa la photo, serrant les doigts jusqu'à ce que ses ongles lui transpercent presque la peau. Il s'en était douté depuis le début. Mais maintenant, la preuve était devant lui, et la rage qui l'habitait s'enflamma comme un volcan. « Il a essayé de la tuer », dit Nathan d'une voix glaciale, mais lourde comme une condamnation à mort. « Oui. » Léo acquiesça, et d'après ce que nous avons entendu grâce au dispositif d'écoute, il prévoit de la tuer à nouveau. Cette fois-ci, en persuadant le médecin de débrancher le respirateur. Nathan resta silencieux pendant un long moment, les yeux rivés sur l'écran où Ava était allongée. Elle ne savait pas que le mari en qui elle avait confiance avait tenté de la tuer. Elle ne savait pas qu'il comptait les jours jusqu'à sa mort. Elle ne savait pas que chaque fois qu'il lui tenait la main à son chevet, il priait pour qu'elle ne se réveille jamais. « Elle a besoin de protection », dit Nathan d'une voix empreinte d'une détermination inébranlable. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne veux personne près d'elle sans la surveillance de nos hommes. Léo acquiesça. J'ai déjà tout préparé. Dylan Murphy, l'un de nos hommes les plus fiables.
Il a 10 ans d'expérience dans les opérations spéciales avant de venir travailler pour nous. Je le ferai entrer à l'hôpital sous le couvert du personnel de sécurité. Il prendra le quart de nuit et surveillera le 12e étage où se trouve sa chambre. Nathan acquiesça. Et pendant la journée, lorsque les infirmières et les médecins vont et viennent constamment, Léo passa à la page suivante du dossier. Sarah Mills, infirmière de 35 ans, 12 ans d'expérience, sans casier judiciaire, sans lien avec Brandon ou quiconque lié à lui. Elle a besoin d'argent pour payer le traitement du cancer de sa mère. Je l'ai approchée et lui ai proposé une somme généreuse pour qu'elle devienne l'infirmière privée d'Ava. Elle a accepté. C'est elle pour qui elle travaille? Demanda Nathan. Léo secoua la tête. Elle sait seulement qu'un bienfaiteur anonyme veut s'assurer qu'Ava reçoive les meilleurs soins possibles. Elle n'a pas posé beaucoup de questions et je n'ai pas dit grand-chose. Bien. Nathan se retourna vers l'écran. Je veux que Sarah commence demain. Elle sera nos yeux et nos oreilles dans cette chambre. Tout ce qui arrive à Ava, toutes les personnes qui lui rendent visite, toutes les décisions médicales, je veux tout savoir. Léo acquiesça, griffonnant rapidement quelques notes dans son carnet. Et Brandon, tu veux que je m'occupe de lui maintenant? Nathan ne répondit pas tout de suite, le regard fixé sur le visage pâle d'Ava à l'écran. Elle semblait si faible, si fragile, comme une fleur fanée au milieu du désert. Mais il savait qu'elle était plus forte qu'elle n'en avait l'air. Elle était forte depuis qu'elle était une enfant de 7 ans qui avait osé sauver un inconnu mourant. Pas encore, finit par dire Nathan. Il pense qu'il est en sécurité. Il pense que personne ne sait ce qu'il a fait, qu'il continue à le croire. Quand elle se réveillera, quand elle sera assez forte pour en être témoin, je détruirai personnellement sa vie, morceau par morceau. Léo regarda Nathan et vit la colère brûler dans les yeux de son patron. Et il comprit que Brandon Mitchell avait signé son arrêt de mort sans même le savoir. Alors que Sarah Mills acceptait sa nouvelle mission et que Dylan Murphy commençait son premier service à l'hôpital, Leo Martinez continuait à creuser dans le passé de Brandon Mitchell et Ava Lawson. Ce qu'il découvrit rendit l'image de ce mariage plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Il y a 3 ans, Ava Lawson était une jeune femme de 24 ans qui venait d'hériter d'une maison de son défunt père. C'était une petite maison dans la banlieue de Boston qui lui avait été léguée avec un compte épargne confortable et une bague en diamant familiale transmise par sa grand-mère. Ava n'était pas riche, pas bien riche, mais elle avait suffisamment pour vivre confortablement et poursuivre son rêve d'ouvrir une petite boulangerie. Elle rencontra Brandon Mitchell lors d'un événement caritatif organisé par son agence immobilière. Il lui apparut comme un prince sorti d'un conte de fées, raffiné, charmant, lui disant des mots doux qu'aucun homme ne lui avait jamais dit. Il lui disait qu'elle était belle. Il lui disait qu'elle était intelligente. Il lui disait que ses yeux étaient aussi éclatants et captivants que des émeraudes rares. Ava, une jeune fille qui avait grandi sans père et qui avait un profond besoin d'être aimée, tomba dans son piège comme un papillon dans la flamme. Elle ne savait pas que Brandon s'était renseigné sur elle au préalable. Il savait qu'elle avait hérité d'une maison. Il savait qu'elle avait des économies. Il savait qu'elle possédait une bague en diamant de grande valeur. Il l'avait abordée non par amour, mais parce qu'il avait besoin d'argent pour sauver une entreprise au bord de la faillite. Ava était de la cible parfaite. Innocente, solitaire, facile à manipuler. Et le plus cruel dans tout cela, c'est que c'était Megan Pierce, la femme qu'Ava considérait comme une sœur, qui lui avait présenté Brandon. Megan et Brandon étaient ensemble depuis 4 ans avant qu'Ava n'entre dans leur vie. Ils avaient tout planifié ensemble. Megan jouerait le rôle de la meilleure amie, présenterait Ava à Brandon, puis resterait en retrait et regarderait le faux mariage se dérouler. Ils avaient tout calculé. De la façon dont Brandon séduirait Ava à la façon dont il continuerait à se voir derrière son dos. Le mariage eut lieu seulement 6 mois après leur première rencontre. Patricia, la mère d'Ava, s'y était opposée, disant que tout allait trop vite, qu'elle ne connaissait pas vraiment Brandon, que quelque chose lui semblait anormal. Mais Ava, aveuglée par l'amour, ne l'avait pas écouté. Elle faisait confiance à Brandon, elle faisait confiance à Megan. Elle croyait avoir enfin trouvé le bonheur. Après le mariage, les choses ont commencé à changer, de manière si subtile qu'Ava ne s'en est pas rendu compte. Brandon lui a conseillé de ne plus garder contact avec ses anciens amis, car ils ne correspondaient pas à la nouvelle classe sociale à laquelle elle appartenait désormais. Il lui a suggéré de limiter ses visites à sa mère, car Patricia s'immisçait toujours dans leur vie privée.
Il lui a dit que la boulangerie était un rêve enfantin et qu'elle devrait rester à la maison et être une bonne épouse. Petit à petit, Eva s'est retrouvée isolée. Ses amis ont cessé de l'appeler car elle ne répondait jamais. Sa mère se sentait de plus en plus éloignée. Les rêves d'Ava furent enterrés sous la surface lisse d'un mariage qu'elle croyait parfait. Elle ne savait pas que chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, Brandon appelait Megan. Elle ne savait pas que ses voyages d'affaires étaient en réalité des vacances avec sa maîtresse. Elle ne savait pas qu'il avait discrètement ajouté son nom à tout ce qu'elle possédait, de la maison au compte bancaire. Elle ne savait pas qu'il avait souscrit une assurance vie sur elle avec une indemnité de 2 millions de dollars 6 mois. 6 mois avant l'accident. Lorsque Léo révéla tout cela à Nathan, le visage du parrain de la mafia resta impassible, mais sa main se crispa si fort que ses jointures blanchirent et ses yeux s'assombrirent comme le ciel avant un orage. Ava avait été trompée depuis le début. Elle avait aimé un homme qui ne l'avait jamais aimé. Elle avait fait confiance à une meilleure amie qui était une traîtresse, et maintenant elle était dans le coma, luttant contre la mort, tandis que deux démons à visage humain attendaient qu'elle meure pour pouvoir tout prendre. Une semaine après que Sarah Mills ait commencé à travailler comme infirmière privée d'Ava, un miracle se produisit. C'était un matin calme, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, projetant de faibles bandes de lumière sur le visage pâle d'Ava, allongé dans son lit d'hôpital. Sarah vérifiait ses signes vitaux comme d'habitude, notant soigneusement chaque chiffre sur le tableau, lorsqu'elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Le doigt d'Ava, l'index de sa main droite, bougea légèrement. Au début, Sarah crut avoir imaginé cela. Elle cligna des yeux, regarda de plus près, le cœur battant à toute rompre dans sa poitrine. Puis elle le vit à nouveau. Un petit mouvement, faible mais clair et délibéré. Le doigt d'Ava tremblait comme si elle essayait de saisir quelque chose, comme si elle s'accrochait au fragile fil qui la reliait au monde extérieur. Ava. Sarah eut le souffle coupé, la voix tremblante d'émotion. Elle prit la main froide d'Ava et la serra doucement. « Ava, tu m'entends? Si tu m'entends, bouge à nouveau ton doigt. » Une seconde s'écoula. 2, 3. Puis le doigt d'Ava bougea à nouveau, cette fois-ci plus clairement, plus fortement, comme si elle rassemblait toutes ses forces pour répondre. Sarah faillit fondre en larmes. Elle se précipita hors de la chambre et courut dans le couloir jusqu'au poste des médecins, la voix empreinte d'urgence. « Dr. Hayes, dépêchez-vous. » Ava Lawson montre des signes de réveil. Le Dr. Richard Hayes était en train d'examiner des dossiers médicaux lorsqu'il entendit son appel. Il se leva immédiatement et se dirigea rapidement vers la chambre 37. Sarah le suivait de près. Lorsqu'ils arrivèrent, Ava était toujours immobile, mais le moniteur EEG commençait à afficher des signaux différents de ceux d'avant. Le Dr. Hayes vérifia attentivement, éclairant les yeux d'Ava avec une petite lampe et observant ses pupilles. « Ava, je suis le Dr. Hayes, dit-il d'une voix douce mais claire. Si vous m'entendez, bougez votre doigt. » Et Ava le fit. Son doigt trembla, se souleva légèrement, puis redescendit. Un minuscule mouvement porteur d'un immense espoir. Le Dr. Hayes expira, le visage détendu par le soulagement. « Elle se réveille, dit-il à Sarah. C'est un signe très positif. Prévenez immédiatement la famille. » Sarah acquiesça et sortit son téléphone pour appeler Brandon Mitchell. Elle ne savait pas qu'elle annonçait une bonne nouvelle à un homme qui la percevrait comme une catastrophe. Brandon était à son bureau lorsque l'appel arriva. Il écouta Sarah lui expliquer qu'Eva montrait des signes de réveil, que le Dr. Hayes pensait qu'elle se remettait, que c'était un miracle. Mais au lieu de réagir avec la joie d'un mari normal, Brandon pâlit. Il serra le téléphone si fort que le plastique craqua. « J'arrive tout de suite, » dit-il d'une voix sèche et tendue. Puis il raccrocha. Dans la salle de surveillance secrète située à quelques pâtés de maisons de là, Nathan Sterling observait tout à travers les caméras. Il vit Sarah remarquer les mouvements d'Ava. Il vit le Dr. Hayes l'examiner et confirmer les signes de réveil. Il vit tout. Et pour la première fois depuis des semaines de tension, Nathan sourit. Pas le sourire froid et calculateur qu'il réservait à ses ennemis, mais le sourire du soulagement, de l'espoir, de la foi que la fillette de 7 ans qui lui avait sauvé la vie allait maintenant vaincre la mort elle-même. « Tu vas revenir, Ava, » murmura Nathan, la main effleurant l'écran. « Brave fille, continue à te battre. » 20 minutes plus tard,
Brandon apparut à la porte de la chambre d'hôpital. Il avait réussi à se ressaisir, essayant d'arborer le masque d'un mari en deuil, devenu un mari reconnaissant et heureux parce que sa femme était sur le point de se réveiller. Mais ses yeux ne pouvaient cacher la peur qui le tenaillait. « Ava, ma chérie. » Brandon se précipita vers le lit et prit la main de sa femme, la voix tremblante comme s'il était submergé par l'émotion. « Je suis là, tu m'entends? » Eva ne lui répondit pas. Son doigt resta immobile dans la main de Brandon, comme s'il refusait ce contact. Le Dr. Hayes expliqua que le rétablissement prendrait du temps, qu'Eva pourrait avoir besoin de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour se réveiller complètement, et que la famille devait faire preuve de patience et d'espoir. Brandon acquiesça, remercia le médecin comme il se doit, mais ses yeux continuaient de se tourner vers la porte, comme s'il cherchait une issue de secours, lorsque le médecin et Sarah quittèrent la pièce pour lui laisser un moment seul avec sa femme. Brandon se tenait debout à côté du lit d'Ava et fixait son visage pâle avec une expression qui ne cherchait plus à cacher sa haine. « Pourquoi ne meurs-tu pas ?» murmura-t-il d'une voix glaciale. « Pourquoi dois-tu me rendre les choses si difficiles ?» Il ne savait pas que le dispositif d'écoute caché dans le vase à fleurs enregistrait chaque mot. Et Nathan Sterling, dans la salle de surveillance secrète, écoutait, les yeux brûlants comme les flammes de l'enfer. L'obscurité autour d'Ava commença à s'éclaircir. Ce n'était plus ce mur noir épais et impénétrable. Maintenant, cela ressemblait davantage à un voile, suffisamment fin pour laisser passer les sons du monde extérieur avec une clarté plus vive. Ava ne pouvait toujours pas ouvrir les yeux, ni bouger, mais elle pouvait entendre. Elle pouvait entendre le rythme régulier des machines, les pas des infirmières qui allaient et venaient, les murmures des visiteurs, et elle entendait la voix de Megan. Cette voix familière résonnait près de son oreille, accompagnée du parfum sucré qu'Eva aimait tant autrefois, une odeur qui lui donnait maintenant envie de vomir, même au fond de son esprit. Megan était au téléphone, pensant probablement qu'Eva n'entendait rien. « Ne t'inquiète pas, » dit Megan d'une voix basse, mais suffisamment claire pour qu'Eva comprenne chaque mot. Elle n'est toujours pas complètement réveillée. Le médecin a dit que ce n'était qu'un réflexe. Cela ne signifie pas qu'elle se souviendra de quoi que ce soit. Et même si elle s'en souvient, et alors? Qui croira quelqu'un qui vient de se réveiller d'un coma? Un moment de silence s'ensuivit, comme si Brandon parlait à l'autre bout du fil. Puis Megan continua. « Cet accident, la police a déjà clos l'affaire. Ils ont conclu qu'elle avait perdu le contrôle à cause du mauvais temps et des routes glissantes. Personne ne soupçonne quoi que ce soit. Tu t'inquiètes trop. » Le cœur d'Ava battait à tout rompre dans sa poitrine, mais elle ne savait pas si le moniteur le montrait. Accident. Perte de contrôle. Ces mots s'ancrèrent dans son esprit, entraînant avec eux un flot de souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir. Le souvenir de la nuit qui l'avait précipité dans cet abîme. Cette nuit-là, Eva attendait Brandon pour leur dîner d'anniversaire de mariage, 3 ans après leur union. Elle avait préparé son plat préféré, allumé des bougies, enfilé sa plus jolie robe. Mais Brandon l'avait appelé pour lui dire qu'il devait partir en voyage d'affaires urgent, lui promettant de se rattraper la semaine suivante. Eva était déçue, mais elle ne lui en voulait pas. Elle s'était simplement assise seule dans la maison silencieuse, regardant les bougies se consumer. Puis le téléphone de Brandon avait vibré. Il l'avait laissé sur la table basse. Eva n'avait pas l'intention de fouiner, mais l'écran s'était allumé avec un message de Megan, et ce qu'elle avait lu avait brisé son monde. « Tu me manques », Megan avait écrit. « Peux-tu t'échapper ce soir? J'ai déjà réservé une chambre dans le vieil hôtel, comme d'habitude, mon amour. » Ava resta là, debout, avec l'impression qu'on lui avait enfoncé un couteau dans la poitrine. Elle fit défiler les messages précédents, et chaque ligne était une nouvelle lame. Des mots d'amour, des photos qui ne pouvaient être mal interprétées, des projets d'avenir après avoir réglé le problème Ava. Régler, c'était le mot qu'ils utilisaient pour elle, comme si elle était un objet dont il fallait se débarrasser. Ava ne pleura pas. Elle était trop sous le choc pour pleurer. Elle prit simplement ses clés de voiture et sortit de la maison. Elle décida de se rendre chez sa mère, de divorcer et de repartir de zéro. Elle ne savait pas que c'était exactement la décision que Brandon et Megan avaient prévue. Elle ne savait pas que quelqu'un avait déjà coupé ses freins. Elle prit l'autoroute, la pluie commençait à tomber, la visibilité diminuait. Elle freina lorsqu'elle vit le camion devant elle ralentir soudainement, mais la pédale s'enfonça et la voiture ne ralentit pas.
Elle appuya encore et encore, mais le véhicule continuait d'avancer comme un animal sauvage qu'elle ne pouvait contrôler. Au dernier moment, avant que la voiture ne tombe dans le vide, Ava se souvint de ce qu'elle avait pensé. Elle pensa à Brandon. Elle pensa à son sourire lorsqu'il lui avait demandé où elle voulait aller ce week-end-là. Elle pensa à la façon dont il vérifiait toujours sa voiture avant chaque long trajet. Elle pensa à tous les signes qu'elle avait ignorés, à tous les mensonges auxquels elle avait cru, à toutes les fois où elle s'était dit qu'elle était heureuse en mariage. Allongée dans l'obscurité, elle entendait Megan parler de l'accident comme s'il s'agissait simplement d'un problème à régler. Ava comprit enfin la vérité. Il a essayé de me tuer. Cette pensée traversa le brouillard dans son esprit comme un éclair. Il avait saboté les freins. Il savait que je verrais les messages. Il savait que je monterais dans la voiture et il attendait que je meure. La rage envahit Ava, plus forte que la douleur, plus forte que la peur, plus forte que l'obscurité qui la retenait captive. Elle voulait crier. Elle voulait ouvrir les yeux. Elle voulait regarder droit dans les yeux l'homme qui l'avait trahi et lui faire savoir qu'elle était toujours en vie, qu'elle se souvenait de tout et qu'il allait le payer. Et au plus profond de l'obscurité, Ava Lawson fit un serment. Elle se réveillerait non pas pour être sauvée, mais pour se venger. La nuit même où Ava jura de se réveiller pour se venger. Brandon Mitchell et Megan Pierce étaient assis dans une chambre d'hôtel luxueuse à 8 km de l'hôpital, discutant de leur plan pour la tuer une deuxième fois. La pièce était baignée d'une lumière dorée et chaleureuse. 2 verres de vin rouge étaient posés sur la table et Megan était allongée sur un lit king-size dans une chemise de nuit en soie coûteuse. Mais il n'y avait rien de romantique entre eux. L'atmosphère était tendue, calculée et si vicieuse qu'elle donnait la chair de poule. Elle se réveille. Brandon faisait les 100 pas, un verre de vin à la main qu'il ne buvait pas. Le Dr. Hayes a dit que c'était un signe positif. Il a même dit qu'elle pourrait se rétablir complètement en quelques semaines. Quelques semaines. Tu comprends ce que cela signifie? Megan s'assit, les yeux plissés. Cela signifie que nous devons agir plus vite. Agir comment? Brandon se tourna vers elle, paniqué. Il ne pouvait pas le cacher. La police a clos l'affaire de l'accident. Mais si Ava se réveille et se souvient de quelque chose, si elle se souvient de la nuit où elle a lu nos messages, elle va avoir des soupçons. Elle va demander une nouvelle enquête. Megan se leva et s'approcha de lui, posant une main sur sa poitrine comme pour le calmer. Alors on ne lui donnera pas l'occasion de se souvenir, dit-elle d'une voix glaciale. Elle est à l'hôpital, affaiblie, complètement dépendante des machines et des médicaments. Il existe de nombreux moyens pour qu'un patient dans le coma ne se réveille jamais, répondit Brandon en fronçant les sourcils, comprenant ce que Megan insinuait, mais ayant besoin de l'entendre le dire clairement. « Que vas-tu faire? » Megan sourit, le sourire d'un serpent prêt à frapper. « Des sédatifs, répondit-elle simplement. On administre souvent des sédatifs aux patients dans le coma pour les maintenir dans un état stable. Si quelqu'un augmente accidentellement la dose de 2 à 3 fois, son cœur ne pourra pas le supporter. Le médecin conclura qu'il s'agit d'une complication due à un coma prolongé. Personne ne soupçonnera quoi que ce soit. Brandon secoua la tête. Trop risqué, les infirmières vérifient constamment les doses. Je ne peux pas m'approcher du système de médicaments sans être remarqué. Alors le respirateur. Megan ne recula pas. Une petite défaillance du respirateur au milieu de la nuit, lorsque le personnel est au plus bas. Elle cesse de respirer pendant quelques minutes. Son cerveau est privé d'oxygène et c'est fini. Il suffit d'entrer dans sa chambre, de retirer un tube à air, d'attendre quelques minutes, puis de partir. Lorsque l'infirmière la trouvera, il sera trop tard. Brandon se tut, pensif. Ses yeux s'assombrirent, reflétant le calcul froid d'un homme prêt à tuer sa femme pour toucher l'argent de l'assurance. Il l'avait déjà fait une fois en coupant la bretelle de son soutien-gorge et il pouvait le refaire. « D'accord, finit-il par acquiescer. Je le ferai, mais pas ce soir. Je dois surveiller les horaires des infirmières. Trouver le moment le plus sûr. Peut-être ce week-end, quand il y aura moins de personnel en service. » Le sourire de Megan devint triomphant lorsqu'elle enlaça Brandon. « C'est pour ça que je t'aime, murmura-t-elle. Tu sais toujours comment résoudre un problème. » Ils s'embrassèrent, avides et coupables, sans savoir que chaque mot qu'ils prononçaient était enregistré. À quelques kilomètres de là, dans la salle de surveillance secrète,
Nathan Sterling écoutait chaque syllabe grâce au dispositif de suivi que Leo avait placé dans le téléphone de Brandon. Son visage resta impassible, toujours aussi froid, toujours aussi effrayant. Mais ses yeux noirs comme du charbon, brûlaient d'un feu que seuls les condamnés à mort peuvent voir. Il veut jouer à ce jeu, dit Nathan d'une voix grave et menaçante. Très bien, nous jouerons le jeu. Il se tourna vers Léo qui se tenait silencieusement à ses côtés. Renforcer la sécurité d'Eva. Dylan Murphy sera posté 24 heures sur 24 juste devant sa chambre. Sarah Mills sera la seule autorisée à lui administrer des injections. Et je veux qu'une caméra de surveillance privée soit installée dans cette chambre, pas celle de l'hôpital. La nôtre. Léo acquiesça. Et Brandon. Nathan sourit. Le sourire d'un prédateur acculant sa proie dans un coin. Qu'il vienne, qu'il essaye, et quand il passera à l'action, nous le prendrons la main dans le sac. 3 jours après sa rencontre secrète avec Megan, Brandon Mitchell décida d'agir. Il avait étudié attentivement les horaires de l'hôpital. Il découvrit que le samedi soir, il n'y avait qu'une seule infirmière de garde pour tout le 12e étage, et il planifia chaque étape pour entrer dans la chambre d'Ava sans être détecté. Ce soir était le grand soir. Il quitta l'hôpital à 21 heures comme d'habitude, jouant le rôle d'un mari épuisé après une longue journée passée au chevet de sa femme. Il rentra chez lui en voiture, attendit minuit, puis retourna à l'hôpital par une entrée latérale qu'il avait repérée à l'avance. Le parking souterrain était désert à 1 heure du matin. Seules quelques voitures appartenant au personnel de nuit étaient narrées sous les lumières jaunes blafardes. Brandon coupa le moteur et resta assis dans l'obscurité pendant un moment pour se calmer. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de la culpabilité, mais par peur d'être pris. Il prit une profonde inspiration, ouvrit la portière de la voiture et sortit. C'est alors qu'il se rendit compte qu'il n'était pas seul. Une voiture noire élégante était garée à quelques mètres de là. Une voiture qui, il en était certain, n'était pas là quand il était arrivé. La portière s'ouvrit et un homme en sortit. Grand, large d'épaules, vêtu d'un costume noir qui semblait se fondre dans la nuit. Un visage sculpté dans la pierre et des yeux noirs profonds fixés sur Brandon avec le regard d'un prédateur. Brandon ne l'avait jamais rencontré, mais son instinct de survie se mit immédiatement en alerte. Quelque chose était dangereux. Quelque chose était très, très dangereux. « Qui êtes-vous » demanda Brandon, essayant de garder une voix calme, mais incapable de cacher son tremblement. « Que voulez-vous » L'homme ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha, chaque pas lent et délibéré, comme une panthère s'approchant de sa proie. Derrière lui, 2 autres hommes émergèrent de l'ombre, coupant toutes les voies de fuite possibles pour Brandon. Brandon recula jusqu'à ce que son dos touche le côté de sa propre voiture. Il voulait courir, mais ses jambes étaient bloquées. Il voulait crier à l'aide, mais sa gorge se serra et le trahit. « Je suis Nathan Sterling », dit enfin l'homme d'une voix basse et glaciale. « Vous n'avez peut-être jamais entendu mon nom, mais après ce soir, vous ne l'oublierez jamais. » Brandon déglutit. Il avait entendu parler de Nathan Sterling. Qui à Boston n'avait jamais entendu parler du plus puissant parrain de la mafia de la côte est des États-Unis? L'homme qui contrôlait le monde souterrain. L'homme que même la police traitait avec précaution. L'homme dont les ennemis disparaissaient sans laisser de traces. « Je ne vous connais pas, » balbutia Brandon. « Je n'ai rien à voir avec vous. Pourquoi êtes-vous ici? » Nathan s'arrêta à moins d'1 mètre de lui, assez près pour que Brandon puisse voir le feu dangereux qui brûlait dans ses yeux noirs. « Vous avez quelque chose à voir avec moi parce que vous avez quelque chose à voir avec elle. » Nathan prononça chaque mot aussi clairement qu'une condamnation à mort. « Ava Lawson, ta femme, la femme que tu as essayé de tuer en coupant la sangle de son soutien-gorge. » Brandon pâlit comme un cadavre. Il ouvrit la bouche pour protester, pour dire que c'était un accident, pour continuer à jouer le mari innocent, mais le regard de Nathan étouffa tous ses mensonges avant qu'ils ne puissent s'échapper. « Ne gaspille pas ta salive à mentir, » continua Nathan, sans élever la voix, mais avec un ton terrifiant. « Je sais tout. Je sais que tu as coupé la ligne de freinage. Je sais que toi et ta petite amie Megan Pierce aviez prévu de tuer ta femme pour toucher l'argent de l'assurance. Je sais que tu viens de discuter de la possibilité de saboter le respirateur ou d'augmenter la dose de sédatif. » Brandon tremblait si fort qu'il pouvait à peine se tenir debout. « Comment le sais-tu » murmura-t-il, la voix remplie d'horreur.
Parce que c'est moi qui l'ai toujours surveillé, répondit Nathan en s'approchant de Brandon. Pendant 20 ans, je l'ai protégée à distance sans qu'elle ne le sache. Et maintenant qu'un ver comme toi ose poser la main sur elle, tu crois que je vais rester là à regarder? Nathan leva la main, attrapa Brandon par le col et le tira vers lui jusqu'à ce que Brandon puisse voir chaque trait dur de ce visage froid. « Écoute bien, murmura Nathan, sa voix ressemblant au grognement d'un démon sorti de l'enfer. Je sais ce que tu as fait au frein. Si elle perd ne serait-ce qu'un seul cheveu, tu perdras plus que de l'argent. Tu perdras tout. Ton entreprise, ta maison, ta liberté, et à la fin, tu perdras ce qui t'est le plus cher, ta propre vie. » Nathan le relâcha et le laissa tomber au sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Brandon resta allongé là, tremblant, n'osant ni lever les yeux ni parler. « Quitte l'hôpital, » dit Nathan en se retournant et en s'éloignant. « Et prie pour qu'elle survive, car si elle meurt, l'enfer sera le meilleur endroit où tu puisses espérer aller. » Une semaine après la nuit où Nathan avait mis Brandon en garde dans le parking, le miracle que tout le monde attendait se produisit enfin. Ava Lawson ouvrit les yeux. C'était une matinée ordinaire, comme toutes les autres. La lumière du soleil filtrait à travers l'étroite fente des rideaux, projetant des rayons chauds sur le lit blanc. Sarah Mills était assise à côté d'elle, comme d'habitude, en train de noter les signes vitaux d'Ava sur le tableau, lorsqu'elle remarqua que les paupières d'Ava tremblaient. Sarah posa son stylo et retint son souffle, n'osant presque pas croire ce qu'elle voyait. Les paupières d'Ava papillonnèrent à nouveau, puis lentement, prudemment, ses yeux verts s'ouvrirent. Ses yeux qui étaient restés fermés pendant des semaines fixaient le plafond, embrumés et confus, comme quelqu'un qui sortirait d'un long cauchemar. « Ava !» s'écria Sarah, la voix tremblante d'émotion. Elle prit la main d'Ava et la serra doucement. « Ava, tu m'entends? Tu es à l'hôpital. Tu es en sécurité maintenant. » Ava cligna plusieurs fois des yeux, essayant de se concentrer sur le visage penché au-dessus d'elle. Une femme d'âge moyen aux yeux bruns chaleureux et au sourire doux, vêtue d'une blouse bleue d'infirmière. Ava ne la reconnaissait pas, mais elle pouvait sentir la sincérité dans le regard de cette femme. Une sincérité qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Ava essaya d'ouvrir la bouche, essaya de dire quelque chose, mais sa gorge était sèche comme un désert. Seul un faible souffle s'échappa. Pas encore un mot. « N'essaie pas de parler pour l'instant, » dit Sarah doucement. « Tu viens de te réveiller. Ton corps a besoin de temps. Je vais appeler le médecin tout de suite. » Sarah appuya sur le bouton d'appel, puis se retourna pour tenir la main d'Ava, les yeux brillants de larmes. Elle ne savait pas qui était vraiment Ava. Elle ne connaissait pas son histoire. Elle savait seulement qu'elle était bien payée pour s'occuper de cette femme. Mais après avoir passé des semaines au chevet d'Ava à la regarder se battre pour sa vie, Sarah s'était attachée à elle comme si elle faisait partie de sa famille. « Elle est réveillée, » murmura Sarah, presque comme si elle se parlait à elle-même. « Elle est vraiment réveillée. » Le docteur Richard Hayes arriva quelques instants plus tard, vérifiant toutes les mesures, éclairant les yeux d'Ava avec une lampe, posant des questions simples pour évaluer son état de conscience. Ava répondit en clignant des yeux et en hochant faiblement la tête. Elle n'avait pas encore la force de parler, mais suffisamment pour que le médecin confirme qu'elle se remettait bien. La nouvelle se répandit rapidement et, 20 minutes plus tard, Brandon Mitchell apparut dans l'embrasure de la porte. Il n'était pas venu à l'hôpital depuis la nuit où Nathan l'avait prévenu, prétextant son travail pour rester à l'écart. Mais maintenant qu'il avait appris que sa femme était réveillée, il n'avait d'autre choix que de jouer le rôle du mari aimant. Ava. Brandon se précipita vers le lit, le visage déformé par une émotion parfaitement jouée. « Chérie, je me suis fait tellement de soucis pour toi. J'ai cru que j'allais te perdre. » Il se pencha et enlaça Ava, les larmes coulant sur ses joues, son corps tremblant comme s'il souffrait d'un chagrin insupportable. C'était une performance digne d'un Oscar, suffisamment convaincante pour tromper n'importe qui. Mais elle ne trompa pas Ava. Elle resta allongée, immobile, dans les bras de l'homme qui avait tenté de la tuer. Et elle se souvint de tout. Elle se souvenait des messages avec Megan. Elle se souvenait de la nuit où elle avait pris l'autoroute, le cœur brisé. Elle se souvenait du moment où elle avait appuyé sur les freins et réalisé que la voiture ne s'arrêterait pas. Elle se souvenait de la voix de Brandon qui la traitait de poids mort à côté de son lit d'hôpital. Elle se souvenait de Megan discutant de l'accident comme s'il s'agissait simplement d'un problème à régler. Elle se souvenait de tout.
Et maintenant, quand Brandon leva la tête et la regarda avec ses yeux remplis de larmes factices, Ava le regardait droit dans les yeux. Il n'y avait ni amour, ni faiblesse, ni peur dans son regard, seulement la froideur absolue d'une femme qui avait été trahie jusqu'à la moelle et qui attendait maintenant le bon moment pour se venger. Brandon vit ce regard et, en une fraction de seconde, il comprit qu'Ava n'était plus la femme naïve et facile à tromper qu'il avait épousée. Elle avait changé. Elle connaissait la vérité. Et cela le terrifiait plus que toutes les menaces que Nathan Sterling aurait pu proférer. Après le jour où Ava se réveilla, Brandon Mitchell entama une guerre silencieuse pour contrôler la situation. Il savait qu'Ava se souvenait de quelque chose. Le regard glacial qu'elle lui avait lancé à ce moment-là ne pouvait se tromper. Mais Ava était encore faible, incapable de parler clairement, toujours complètement dépendante des soins médicaux, et il décida d'utiliser cela à son avantage. Le lendemain, Brandon demanda à rencontrer le Dr. Richard Hayes en privé, affichant un air inquiet parfaitement joué. « Docteur, je suis très inquiet pour ma femme », dit-il en baissant la voix comme s'il partageait un secret douloureux. « Elle a des antécédents psychiatriques, une dépression sévère, de la paranoïa. Parfois, elle imagine des choses qui ne sont pas réelles. J'ai peur qu'après le coma, cela empire. » Le Dr. Hayes fronça les sourcils. « Je ne vois rien de tout cela dans son dossier médical. Elle n'a jamais été officiellement diagnostiquée. » Brandon secoua la tête. « Elle a refusé le traitement, mais je vis avec elle. Je sais qu'elle dit parfois des choses irrationnelles, qu'elle accuse les gens de choses qu'ils n'ont pas faites. Je pense que vous devriez augmenter sa dose de sédatifs afin qu'elle puisse mieux se reposer et se rétablir. » Le Dr. Hayes resta silencieux, pensant qu'il ne croyait pas entièrement Brandon. Mais en tant que mari et tuteur légal, Brandon avait le droit de demander des ajustements à son plan de traitement. « Je vais y réfléchir, » dit le Dr. Hayes, « mais pas immédiatement et pas à forte dose. » Mais Sarah Mills, qui avait entendu la conversation depuis l'extérieur de la porte du bureau, la rapporta immédiatement à Leo Martinez via le numéro d'urgence qui lui avait été donné. Moins d'une heure plus tard, Nathan Sterling était au courant de tout. « Il veut la faire taire », dit Nathan d'une voix glaciale. « Il a peur qu'elle dise la vérité. » Léo acquiesça. Non seulement cela, mais il avait également demandé à l'hôpital de restreindre les visites. Il avait déclaré que la mère d'Ava, Patricia, l'agitait et ne devait pas être autorisée à lui rendre visite trop souvent. Nathan se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. « Il l'isole, dit-il, comme il le fait depuis 3 ans, mais cette fois, il n'y parviendra pas. » Léo attendit les ordres. « Gèle ses comptes bancaires, » ordonna Nathan. « Tous les comptes, personnels et professionnels, contactent nos agents à l'intérieur de la banque et demandent-leur de trouver une raison. Une enquête pour fraude, blanchiment d'argent, n'importe quoi. Je veux qu'ils ne puissent plus retirer un seul dollar à partir de demain, » écrivit rapidement Léo. « Autre chose? Envoyez des fleurs dans la chambre d'Ava. » Nathan se retourna, le visage toujours froid, mais le regard adouci. Juste quelques œillets blancs. Pas de nom d'expéditeur, juste une petite carte avec les mots « Tu n'es pas seul, sois forte ». Léo regarda Nathan avec surprise, mais il ne posa pas de questions. Il travaillait pour Nathan depuis assez longtemps pour savoir que son patron ne faisait jamais rien sans raison. Le lendemain, lorsque Brandon se rendit à la banque pour retirer de l'argent, il fut frappé par un choc qui ressemblait à un coup de tonnerre. Tous ses comptes avaient été gelés en raison d'une enquête pour fraude financière. Personne ne pouvait lui expliquer la raison exacte. Ils lui dirent seulement qu'il s'agissait d'une procédure standard et qu'il devait attendre. Brandon appela son avocat, mais celui-ci lui dit qu'il n'y avait rien à faire dans l'immédiat. Il appela la banque, mais n'obtint que des réponses automatisées. Il sombra dans la rage et la panique. Incapable de comprendre ce qui se passait, il ne savait pas que Nathan Sterling resserrait peu à peu l'étau autour de son cou. Au même moment, dans la chambre d'hôpital d'Ava, un bouquet d'œillets d'un blanc pur était posé sur la table à côté de son lit. Sarah accepta les fleurs du livreur et les apporta à Ava. « Quelqu'un t'a envoyé ça, » dit Sarah doucement, en posant le vase et en sortant la petite carte pour la placer dans la main d'Ava. Ava la prit avec des doigts qui tremblaient dans son corps. Elle lut les mots écrits d'une écriture gracieuse. « Tu n'es pas seule, sois forte. » Pas de nom, pas d'adresse. Juste 6 mots simples qui firent monter les larmes aux yeux d'Ava. Elle ne savait pas qui avait envoyé les fleurs.
Elle ne savait pas qui se souciait suffisamment d'elle pour lui envoyer un message comme celui-ci. Mais à ce moment-là, entre les murs froids d'une chambre d'hôpital, entourée d'ennemis et de solitude, Ava sentit une petite flamme de chaleur s'allumer dans sa poitrine. Quelqu'un la protégeait. Quelqu'un ne voulait pas qu'elle abandonne, et elle n'abandonnerait pas. Elle serait forte, comme le disaient les mots sur la carte. Elle attendrait le bon moment, et elle ferait payer à Brandon Mitchell tout ce qu'il avait fait. 3 jours après avoir reçu le bouquet anonyme, Ava était capable de s'asseoir et de parler. Même si sa voix était encore faible, elle continuait à jouer le rôle d'une femme fragile, étourdie et confuse après un coma, ne laissant personne voir qu'elle se souvenait de tout. C'était sa stratégie de survie, se cacher derrière un masque de faiblesse en attendant le bon moment. Et ce moment arriva un après-midi, lorsque Megan Pierce entra dans sa chambre d'hôpital. Megan était venue seule, sans Brandon, avec un panier de fruits et un sourire factice aux lèvres. Elle portait une robe à fleurs coûteuse, ses cheveux blonds étaient soigneusement bouclés et ses ongles étaient vernis d'un rouge sang. On aurait dit qu'elle se rendait à une fête, et non qu'elle rendait visite à une amie malade. Ava. Megan s'écria avec une joie exagérée et feinte. « Tu es réveillée. Je me suis fait tellement de soucis pour toi. » Ava regarda la femme qui avait autrefois été sa meilleure amie. La femme qui l'avait trahie avec son propre mari. La femme qui avait ri à côté de son lit d'hôpital alors qu'Eva était dans le coma. Ava avait envie de hurler au visage de Megan. Elle avait envie d'attraper ses cheveux blonds brillants et de la jeter hors de la chambre. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle esquissa un sourire faible et timide, jouant le rôle de l'amie naïve que Megan croyait toujours qu'elle était. « Megan, » murmura Eva, la gorge nouée. « Tu es venue me voir, bien sûr. » Megan approcha une chaise du lit et posa la corbeille de fruits sur la table. « Je suis ta meilleure amie. Je suis venue te voir pendant tout le temps où tu étais dans le coma. » Ava acquiesça légèrement, glissant sa main sous la couverture pour toucher le petit enregistreur que Sarah lui avait secrètement donné ce matin-là. Sarah avait dit que c'était un cadeau d'un bienfaiteur anonyme, quelqu'un qui voulait s'assurer qu'Ava puisse se protéger. Et maintenant, Ava appuya doucement sur le bouton d'enregistrement, se préparant pour sa propre chasse. « J'ai entendu dire que tu ne te souvenais de rien de l'accident. » Megan pencha la tête, les yeux perçants comme si elle sondait. « Est-ce vrai? » Eva secoua lentement la tête, feignant d'être confuse. « Je ne me souviens de rien. Tout est flou. Le médecin a dit que je ne m'en souviendrai peut-être jamais. » Megan poussa un soupir de soulagement, sans même essayer de le cacher. « C'est bien. Certaines choses ne doivent pas être remémorées. Tu as juste besoin de te reposer et de récupérer. » Brandon s'occupera de tout. « Brandon » Eva répéta le nom sans émotion. « Comment va-t-il? Est-ce qu'il va bien? » Megan ricana légèrement, et c'est là que son masque commença à se fissurer. « Il est stressé, » dit-elle, avec une intimité qui n'avait pas sa place dans une conversation au sujet du mari de son ami. « Tu n'as aucune idée de ce qu'il a dû endurer pendant que tu étais allongé ici. L'entreprise est en difficulté. Ses comptes ont été gelés sans raison. Et en plus de cela, il a dû jouer le rôle du mari en deuil devant tout le monde. »« Jouer ?» demanda Ava, s'efforçant de garder une voix calme. Megan jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'était dans la pièce, puis se pencha vers Eva. « Laisse-moi te dire quelque chose, mais ne le répète à personne, » murmura-t-elle, comme si elle partageait un délicieux secret. « Brandon ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Il t'a épousé pour ta maison et tes économies. La personne qu'il aime vraiment, c'est moi. » Le cœur d'Ava se serra, même si elle connaissait la vérité depuis longtemps. Entendre Megan le dire à voix haute, avec cette fierté victorieuse, lui donnait encore envie de pleurer. Mais elle ne pleura pas. Elle resta silencieuse et laissa Megan continuer à parler. « Nous sommes ensemble depuis 4 ans, avant même que tu ne le rencontres, » se vanta Megan. « C'est moi qui te l'ai présenté. Rappelle-toi que c'était notre plan. Il t'épouse, prend tes biens, puis divorce. C'est simple, mais tu t'es accroché à lui. Tu ne voulais pas lâcher prise. » « Et ensuite ?» demanda Eva, la voix tremblante, sans savoir si c'était de rage ou de douleur. « Ensuite, tu as trouvé nos messages. » Megan haussa les épaules comme si ce n'était rien. « La nuit de ton accident, tu as lu le SMS sur le téléphone de Brandon. Puis tu es parti en voiture. Dommage que tes freins aient eu un problème. » Elle eut un petit rire, le rire d'un serpent.
Ou peut-être devrais-je dire, quelle chance, car si tu étais morte, nous aurions touché 2 millions de dollars d'assurance et récupéré tous tes biens. Les doigts d'Ava serraient fermement l'enregistreur sous la couverture. Son cœur battait comme un tambour. Megan venait d'avouer tout. Le complot, la trahison, même le sabotage de la ligne de soutien-gorge. Elle ne savait pas que chaque mot était enregistré. Dommage que tu ne sois pas morte. Megan soupira comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Mais ça n'a pas d'importance. Ton réveil ne changera rien. Tu es faible. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'amis. Et ta mère n'a pas le droit de te rendre visite. Brandon va divorcer. Il prendra tout et tu te retrouveras sans rien, sauf moi. Je deviendrai la nouvelle Madame Mitchell. Megan se lissa les cheveux avec une satisfaction suffisante. Repose-toi, Eva. Tu auras besoin de force pour ce qui t'attend. Elle sortit et ferma la porte derrière elle. Et Eva resta allongée là, la main toujours crispée sur l'enregistreur, et elle sourit pour la première fois depuis son réveil. Elle avait désormais une arme, et la partie était sur le point de changer. Cette nuit-là, Brandon Mitchell était assis seul dans l'appartement vide, buvant d'une bouteille de whisky après l'autre. Tout s'écroulait autour de lui. Ses comptes bancaires avaient été gelés sans raison apparente. Son entreprise était au bord de la faillite, car il n'avait plus d'argent pour payer ses employés. Les créanciers n'arrêtaient pas d'appeler pour exiger le remboursement de leurs créances. Et pire encore, Eva s'était réveillée avec un regard glacial qu'il ne pouvait expliquer. Il savait qu'elle cachait quelque chose. Il savait qu'elle n'était plus la femme naïve qu'elle était autrefois. Et cela le terrifiait tellement qu'il en devenait à moitié fou. Megan l'appela à minuit et lui raconta sa conversation avec Eva à l'hôpital. Elle lui dit qu'Eva ne se souvenait de rien, que tout allait bien, qu'il fallait juste être patient et attendre. Mais Brandon ne la crut pas. Il avait vu le regard d'Eva lorsqu'il l'avait prise dans ses bras le jour où elle s'était réveillée. Ce n'était pas le regard de quelqu'un qui avait perdu la mémoire. C'était le regard d'un ennemi. L'alcool lui donnait le vertige, mais il le poussa également à prendre une décision qu'il avait trop longtemps repoussée. Il devait en finir. À 2 heures du matin, Brandon se rendit à l'hôpital en voiture. Il se gara dans le parking souterrain, là où Nathan Sterling l'avait mis en garde peu de temps auparavant. Mais l'alcool avait atténué sa peur, la remplaçant par le désespoir téméraire d'un homme sans issue. Il se glissa dans l'hôpital par l'entrée latérale qu'il avait repérée auparavant, évita les caméras de sécurité et emprunta l'escalier jusqu'au 12e étage. Le couloir était vide, éclairé seulement par des lumières tamisées, et le bruit régulier des machines provenant des chambres des patients flottait dans l'air. Dylan Murphy, le garde que Nathan avait placé là, avait été détourné par un faux appel organisé par Brandon, prétendant qu'il y avait un problème à un étage inférieur. Brandon avait tout calculé, sauf une chose qu'il ignorait. Nathan Sterling avait toujours un plan de secours. Brandon se tenait devant la chambre 37, le cœur battant à tout rompre. Il prit une profonde inspiration, tourna la poignée et entra. La pièce était plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par la lueur bleu pâle des moniteurs. Ava était allongée dans le lit, les yeux fermés, semblant dormir profondément. Brandon verrouilla la porte, un petit clic rompant le silence. Il s'approcha du lit et regarda le visage de la femme qu'il avait juré d'aimer pour la vie. À présent, ce visage le remplissait de dégoût et de peur. « Pourquoi ne meurs-tu pas ?» murmura Brandon, la voix rauque à cause du whisky. « Pourquoi dois-tu rester en vie juste pour me rendre la vie difficile ?» Il se dirigea vers le pied à perfusion et fixa le tube relié au bras d'Eva. Il savait ce qu'il devait faire. Il lui suffisait de le débrancher, d'augmenter le dosage ou de lui couvrir le nez pendant quelques minutes. Personne ne le saurait. Personne ne se douterait de rien. « Si tu meurs, tout ira bien, » se dit Brandon, la main tremblante tendue vers le pied à perfusion. « J'aurai l'argent de l'assurance. J'aurai les biens. J'aurai Megan. Tout se passera comme prévu. Tu n'as qu'à mourir, Ava. Il suffit de mourir. » Mais Ava n'était pas endormie. Elle était réveillée depuis qu'elle avait entendu des pas dans le couloir. Depuis qu'elle avait entendu la serrure tourner. Depuis qu'elle avait senti la forte odeur d'alcool dans l'haleine de Brandon. Elle restait immobile, les yeux fermés, le cœur battant comme un tambour, attendant. Et lorsque Brandon tendit la main vers la perfusion, elle bougea. La main d'Ava se précipita vers le bouton d'alarme à côté du lit et l'enfonça. L'alarme retentit, stridente et perçante, déchirant le silence de la nuit.
Brandon sursauta, regardant avec stupéfaction Ava ouvrir les yeux et le fixer droit dans les yeux, son regard n'étant plus faible ou effrayé, mais rempli de haine. « À l'aide! » hurla Ava de toutes ses forces, sa voix résonnant dans le couloir. « À l'aide! Que quelqu'un m'aide! » Brandon paniqua et se précipita vers le lit, plaquant une main sur la bouche d'Ava. « Taise-toi, grogna-t-il. Taise-toi tout de suite. » Mais Ava ne s'arrêta pas. Elle lui mordit la main, le faisant hurler et se retirer. Elle continua à crier, à appuyer sur l'alarme, à se battre de toutes ses forces. Des bruits de pas retentirent dans le couloir. Les infirmières criaient, les agents de sécurité hurlaient. Quelqu'un frappait à la porte, essayant de briser la serrure. Brandon regardait autour de lui comme un animal acculé. Il savait qu'il avait perdu. Il savait que c'était fini, mais il ne pouvait pas l'accepter. Il se retourna, les yeux injectés de sang, la main tendue vers la gorge d'Ava. « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura, » rugit-il. « Tu mourras avec moi ce soir. » Et à ce moment précis, la porte s'ouvrit brusquement. La porte de la chambre d'hôpital explosa vers l'intérieur dans un fracas brutal, les gonds se brisant sous la force brute. Et l'homme qui entra n'était pas une infirmière, ni un agent de sécurité, ni un médecin. C'était Nathan Sterling. Il se tenait là comme un dieu vengeur, émergeant de l'obscurité, grand et imposant, ses yeux noirs brûlant du feu de l'enfer. Il avait tout observé grâce à la caméra privée que Léo avait installée dans la chambre d'Ava quelques semaines plus tôt. Il avait vu Brandon se faufiler à l'intérieur. Il avait entendu chaque mot. Il avait vu la main de Brandon se poser sur la gorge d'Ava, et il s'était précipité à une vitesse qu'il ne se connaissait pas. Brandon n'eut même pas le temps de réagir avant que Nathan ne se retrouve devant lui. La main de Nathan, dure comme l'acier, se referma sur la gorge de Brandon, le souleva du sol et le projeta contre le mur. L'impact résonna dans toute la pièce. Brandon gémit, ses jambes battant l'air sans force, ses mains griffant le bras de Nathan dans une tentative désespérée de se libérer. Mais Nathan ne le lâcha pas. Il tenait Brandon comme s'il n'était qu'une marionnette sans valeur. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Brandon avec un mépris et une haine qu'il ne prenait pas la peine de cacher. « Qui êtes-vous » haleta Brandon, la voix étranglée par la poigne qui lui serrait le cou. « Je suis Nathan Sterling » répondit Nathan d'une voix grave et dangereuse, comme le grognement d'un animal sauvage. « Mais pour elle, vous n'avez besoin de savoir qu'une seule chose. Je suis l'homme qu'elle a sauvé il y a 20 ans. » Les yeux de Brandon s'écarquillèrent, perplexes. Il ne savait rien du passé d'Ava, rien du garçon adolescent qui saignait dans une ruelle sombre, rien de la fillette de 7 ans aux yeux verts clairs qui avait tout risqué pour sauver un inconnu. Il ne savait rien de la promesse que Nathan avait tenue pendant 2 décennies, il y a 20 ans. « Elle m'a sauvé la vie alors que je mourais dans une ruelle. » Nathan continua à serrer la prise jusqu'à ce que Brandon gémisse. « Elle m'a donné de l'eau. Elle a bandé ma blessure. Elle m'a caché pendant 3 jours. Elle était le seul ange que j'ai jamais eu dans ma vie. Et toi, tu as osé lever la main sur mon ange. » Nathan tira Brandon en arrière et le projeta à nouveau contre le mur, le choc faisant trembler toute la pièce. Tu as coupé la bretelle de son soutien-gorge. Tu avais prévu de la tuer pour toucher l'argent de l'assurance. Tu l'as traité de poids mort juste à côté de son lit d'hôpital. Et ce soir, tu es venu ici pour essayer de finir le travail. Brandon s'est effondré, les larmes et la morve coulant sur son visage. « Ayez pitié, je t'en supplie. J'ai eu tort, je ne lui ferai plus de mal. » Nathan a ri, d'un rire plus froid que la glace. « De la pitié? Tu penses mériter de la pitié? » Sur le lit, Ava regardait la scène avec incrédulité. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas pourquoi il la protégeait. Elle ne connaissait pas le passé dont il venait de parler. Mais elle pouvait sentir la force et la protection qui émanaient de lui. Oui, comme un rempart entre elle et l'homme qui voulait sa mort. « Il y a 20 ans, » murmura Ava, et un souvenir flou commença à remonter en elle. L'adolescent dans la ruelle, le sang sur la veste en cuir, la promesse avant qu'il ne disparaisse dans la nuit. « Je ne t'oublierai jamais. Je te le promets. » Nathan l'entendit murmurer. Et pendant un instant, son regard s'adoucit alors qu'il la regardait, juste pendant un instant. Puis il se retourna, redevenant froid comme la pierre alors qu'il fixait Brandon. Des sirènes retentissaient au loin, de plus en plus fortes, de plus en plus proches. Des pas résonnaient dans le couloir.
Leo Martinez et Dylan Murphy avaient appelé la police dès que Nathan s'était précipité dans la chambre d'Ava. Ils savaient que leur patron voulait que Brandon soit puni par la loi et non tué par Nathan. Les policiers envahirent la pièce. Ils pointaient leurs armes sur les deux hommes. « Lâchez-le » cria un officier. Nathan regarda les policiers, puis Brandon, avant de relâcher lentement son étreinte. Brandon tomba au sol, toussant violemment, rampant comme un ver. Lui, Brandon dit d'une voix rauque en pointant Nathan du doigt. « Il m'a attaqué. Arrêtez-le. » Mais les policiers ne l'écoutèrent pas. Léo leur avait déjà fourni les preuves des crimes de Brandon, l'enregistrement audio du dispositif d'écoute, la vidéo de la caméra dans la pièce et l'enregistrement qu'Ava avait fait de Megan avouant tout. Brandon Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance et voie de fait grave, dit l'officier en passant les menottes à Brandon qui criait et protestait. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Brandon fut traîné hors de la pièce, ses cris résonnant dans le couloir jusqu'à s'évanouir dans le lointain. Le silence revint dans la pièce, ne laissant qu'Ava et Nathan. Elle le regarda, il la regarda. 20 ans, une promesse et ce moment. Nathan ouvrit la bouche comme s'il voulait dire quelque chose. Puis il s'arrêta. Il se contenta de faire un petit signe de tête à Ava. Ses yeux exprimaient tout ce qu'il ne pouvait pas dire avec des mots. De la gratitude, de l'inquiétude et un sentiment si profond qu'il le portait en lui depuis 2 décennies. Puis il recula dans l'ombre et disparut comme s'il n'avait jamais été là. Ava le regarda s'éloigner, le cœur battant à tout rompre. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas qui il était. Mais elle savait une chose. Cet homme l'avait sauvée, comme elle l'avait sauvé il y a 20 ans. 2 jours après cette nuit horrible, la justice a enfin été rendue. Brandon Mitchell a été officiellement inculpé d'une longue liste de crimes graves, notamment tentative de meurtre, coups et blessures volontaires, fraude à l'assurance et sabotage de biens dans l'intention de tuer. Les preuves contre lui étaient accablantes. Des enregistrements des écoutes téléphoniques qui avaient capturé toutes les conversations entre lui et Megan, à la vidéo de la chambre d'hôpital le montrant en train de s'introduire pour essayer de tuer Ava, en passant par le rapport technique prouvant que la bretelle du soutien-gorge d'Ava avait été délibérément coupée. L'avocat de Brandon a tenté d'obtenir une libération sous caution, mais le juge l'a immédiatement refusé, le qualifiant de danger pour le public et de risque élevé de fuite. Megan Pierce a été arrêtée quelques heures après Brandon. La police l'a arrêtée alors qu'elle faisait ses valises pour s'enfuir, en frappant à la porte de son appartement de luxe. L'enregistrement réalisé par Ava est devenu la pièce à conviction clé, Megan y avouant tout le complot. De la présentation de Brandon à Ava dans le cadre du plan, au fait qu'elle et Brandon avaient eu une relation avant le mariage, en passant par leur discussion sur le sabotage des freins, Megan a été accusée de complicité, de tentative de meurtre, d'entrave à la justice et de complot en vue de commettre une fraude. Elle sanglotait et criait qu'elle était innocente, que tout était de la faute de Brandon, mais plus personne ne la croyait. Ava regardait les informations depuis son lit d'hôpital, fixant Brandon et Megan à la télévision alors qu'ils étaient conduits au tribunal menotté. Elle ne ressentait pas le sentiment de triomphe qu'elle avait imaginé. Elle ne ressentait qu'un profond et calme soulagement, comme si un énorme poids venait enfin d'être retiré de sa poitrine. Le faux mariage était terminé. Les traîtres en payaient le prix, et elle était toujours en vie. Dans les jours qui suivirent, Ava se rétablit progressivement. Elle pouvait se lever et faire quelques pas avec l'aide de l'infirmière. Sa voix redevint normale. Ses forces s'amélioraient de jour en jour grâce aux soins dévoués de Sarah Mills et du personnel médical. Sa mère, Patricia, était désormais libre de lui rendre visite à tout moment. N'étant plus bloquée par les règles de Brandon, Patricia s'assit au chevet de sa fille pendant des heures, lui tenant la main, pleurant de bonheur et de culpabilité de ne pas avoir protégé son enfant. Mais même dans ces moments paisibles, Ava ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme mystérieux de cette nuit-là. Son image la hantait, grand et imposant, avec ses yeux noirs profonds qui semblaient la transpercer. Il avait dit qu'il était celui qu'elle avait sauvé il y a 20 ans. Il avait dit qu'elle était le seul ange qu'il ait jamais eu dans sa vie. Il était apparu au moment précis où elle avait le plus besoin de lui, puis avait disparu dans l'obscurité comme s'il n'avait jamais existé. Qui était-il? Un après-midi,
Alors que Sarah aidait Ava à s'entraîner à marcher dans la pièce, Ava décida de lui demander: Sarah, sais-tu quelque chose sur l'homme de cette nuit-là? Celui qui m'a sauvé? Sarah marqua une pause, une lueur d'hésitation traversant son visage. Elle connaissait la réponse, mais elle n'était pas sûre de devoir la dire. S'il te plaît, dit Ava d'une voix pressante, j'ai besoin de savoir. Il a dit qu'il était quelqu'un que j'avais sauvé il y a 20 ans. Mais je ne comprends pas. Je ne me souviens pas avoir sauvé quelqu'un. Sarah soupira et guida Ava pour qu'elle s'assoie sur le bord du lit. Elle resta silencieuse pendant un long moment, comme si elle pesait chaque mot. Je ne sais pas grand-chose, dit finalement Sarah. Je sais seulement qu'un bienfaiteur anonyme a payé tous tes frais médicaux, m'a engagé pour m'occuper de toi et t'a assigné un garde 24 heures sur 24. Cette personne te surveillait à travers une caméra, savait tout ce qui t'arrivait. Et cette nuit-là, cette personne s'est présentée en personne pour te sauver. Ava écoutait, le cœur battant plus fort. Mais pourquoi, demanda-t-elle, pourquoi un inconnu ferait-il tout cela pour moi? Sarah regarda Ava droit dans les yeux, la voix lente et lourde de sens. Parce que ce n'est pas un inconnu. Ava, quelqu'un te protège depuis 20 ans et tu ne l'as jamais su. Les yeux d'Ava s'écarquillèrent alors que les souvenirs commençaient à lui revenir. La fillette de 7 ans dans la ruelle sombre, l'adolescent mourant d'une blessure par balle à l'épaule, la promesse avant qu'il ne disparaisse dans la nuit. Je vivrai et je ne t'oublierai jamais. Des larmes coulaient sur les joues d'Ava alors qu'elle comprenait enfin tout. La veille de sa sortie de l'hôpital, Ava reçut une lettre. C'est Sarah qui la lui apporta, plaçant délicatement une enveloppe blanche dans la main d'Ava avec un sourire mystérieux. « Quelqu'un m'a demandé de te donner ça, » dit Sarah. Puis elle partit, laissant Ava seule avec la lettre qu'elle attendait jour après jour. L'enveloppe ne portait ni nom d'expéditeur, ni adresse, seulement une seule lettre manuscrite dans le coin inférieur droit, un N. Les mains d'Ava tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit et en sortit la page soigneusement pliée. L'écriture était claire et puissante, comme si l'auteur avait pesé chaque mot avant de le coucher sur le papier. Ava prit une profonde inspiration et commença à lire. « Ma chère Ava, commençait la lettre, peut-être ne te souviens-tu pas de moi et je ne t'en veux pas. 20 ans, c'est long, assez long pour que les souvenirs s'estompent, assez long pour que même les moments les plus importants soient ensevelis sous la poussière du temps. Mais je me souviens de toi. Je me souviens de chaque détail de cette nuit fatidique. La nuit où une fillette de 7 ans aux yeux verts clairs a sauvé la vie d'un inconnu mourant dans une ruelle sombre. Je me souviens que tu m'as trouvé alors que j'étais sur le point d'abandonner. J'avais été abattu, je baignais dans mon sang, recroquevillé sous la pluie froide, attendant la mort. J'avais 16 ans et je venais de voir mon père se faire tuer, traqué dans les rues par des ennemis. Je pensais que ma vie était finie. Et puis tu es apparu. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas fui. Tu as juste penché la tête et tu m'as regardé avec la curiosité d'un enfant. Puis tu as dit, « Hey, tu es blessé? N'aie pas peur, je vais t'aider. » Et tu l'as fait. Tu as déchiré tes propres vêtements pour panser ma blessure. Tu as volé de la nourriture et de l'eau dans ta maison. Tu m'as caché dans un vieux hangar pendant 3 jours, prenant soin de moi avec toute l'innocence et la gentillesse dont un enfant peut faire preuve. Tu ne m'as pas demandé qui j'étais. Tu ne m'as pas demandé pourquoi on m'avait tiré dessus. Tu n'as rien exigé. Tu m'as simplement aidé sans condition, comme si sauver un inconnu mourant était la chose la plus naturelle au monde. Avant que je parte, tu m'as dit « Promets-moi que tu vivras. » Et j'ai promis. J'ai promis que je vivrai. J'ai promis que je ne t'oublierai jamais. Au cours des 20 dernières années, j'ai tenu ces 2 promesses. J'ai vécu. Même si ma vie n'a jamais été facile, je suis devenu quelqu'un que tu ne voudrais peut-être pas connaître. Un homme de ténèbres, de violence, de choses qui ne peuvent être dites à voix haute. Mais qui que je sois, quoi que j'ai fait, je ne t'ai jamais oublié. Je t'ai observé de loin pendant 20 ans. Je t'ai protégé sans que tu ne le saches. J'ai effacé les dettes de ta mère lorsqu'elle était en difficulté. J'ai éliminé les voyous qui te harcelaient à l'université. Je t'ai discrètement aidé à trouver un bon emploi. Et lorsque tu as eu ton accident, je me suis assuré que tu reçoives les meilleurs soins. J'ai placé des gardes autour de toi. J'ai surveillé chacun de tes pas pour que personne ne puisse plus jamais te faire de mal. Tu te demandes peut-être pourquoi. Pourquoi ferais-je tout cela pour quelqu'un que je n'ai rencontré qu'une seule fois il y a 20 ans? La réponse est simple, Ava.
Parce que tu m'as donné quelque chose que personne d'autre ne m'avait jamais donné. L'espoir. Tu m'as donné de l'espoir au moment où j'étais le plus désespéré. Tu m'as montré que dans un monde plein de ténèbres et de cruauté, les anges existent encore. Et toi, Ava, tu étais mon ange. Je ne m'attends pas à ce que tu te souviennes de moi. Je ne m'attends pas à ce que tu me cherches. J'appartiens à l'obscurité et tu appartiens à la lumière. Nos mondes n'étaient pas destinés à se croiser. Mais je veux que tu saches une chose. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, que tu te souviennes de moi ou non, je serai toujours là, dans l'ombre, pour te protéger. C'est la promesse que j'ai tenue pendant 20 ans et je la tiendrai jusqu'à mon dernier souffle. Vivez une vie heureuse, Eva. C'est tout ce que je demande. La lettre se terminait par une simple signature, la lettre N. Ava était assise immobile sur le lit d'hôpital, les larmes coulant sur ses joues, le papier tremblant entre ses mains. Elle se souvenait maintenant. Elle se souvenait de la pluie battante d'il y a 20 ans. Elle se souvenait de l'adolescent avec du sang sur l'épaule et le désespoir dans les yeux. Elle se souvenait de la promesse qu'il avait faite avant de disparaître dans la nuit. Et maintenant, elle savait qu'il l'avait tenue pendant 20 ans. Nathan, murmura-t-elle, comme une prière, comme un remerciement, comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même. Je vivrai une vie heureuse, je te le promets. 1 an plus tard, la vie d'Ava Lawson avait complètement changé. Elle se tenait derrière le comptoir d'un petit café appelé Little Angel, le café qu'elle rêvait d'ouvrir depuis tant d'années. Le rêve que Brandon avait brisé. Maintenant, il était devenu réalité. Situé dans une rue calme de la banlieue de Boston, avec ses murs blancs décorés d'œillets, la lumière du soleil qui filtrait à travers les grandes baies vitrées et le riche parfum du café qui se répandait dans l'espace. Ava avait divorcé de Brandon et récupéré tout ce qu'il avait essayé de lui voler. La maison que son père lui avait laissée, ses économies, la bague en diamant de sa grand-mère, tout lui avait été rendu. Brandon avait été condamné à 25 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude à l'assurance. Megan avait écopé de 15 ans en tant que complice. Il vieillirait derrière les barreaux et Ava n'avait plus à les craindre. Sa mère, Patricia, vivait désormais avec elle dans une petite maison près du café. Patricia l'aidait à faire la pâtisserie chaque matin, discutait avec les clients réguliers l'après-midi et souriait avec une satisfaction tranquille en voyant sa fille enfin trouver la paix. Ava s'était complètement rétablie, tant physiquement qu'émotionnellement. Elle n'était plus la jeune fille fragile et naïve qu'elle était autrefois. Elle était devenue plus forte, plus lucide et plus reconnaissante que jamais envers la vie. Mais une chose n'avait pas changé. Chaque mois, le premier jour du mois, un bouquet d'œillets blancs arrivait à son café. Pas de nom d'expéditeur, pas d'adresse de retour, seulement une petite carte avec les mots familiers. Tu n'es pas seule. Sois forte. Ava savait d'où venaient les fleurs. Elle savait qui les envoyait. Et chaque fois qu'elle recevait ce bouquet, son cœur se réchauffait car elle se sentait protégée, aimée et qu'on se souvenait d'elle. Elle essaya de retrouver Nathan. Elle demanda à Sarah de le contacter, envoya des lettres par des canaux qui, selon elle, pourraient lui parvenir, et espéra le voir une seule fois pour pouvoir le remercier. Mais Nathan refusa. Il ne se montra jamais, ne répondit jamais, ne la laissa jamais le trouver. Il resta dans l'ombre, là où était sa place, où il avait choisi de la protéger à distance, sans ternir l'éclat de sa vie. À quelques pâtés de maison de là, dans une voiture noire garée le long de la rue, Nathan Sterling était assis en silence, observant Ava à travers la vitrine du café. Elle souriait à un client, préparait un cappuccino, menait la vie qu'elle méritait. La lumière du soleil tombait sur ses cheveux châtain clair, la faisant ressembler à un ange à la lumière du jour. Patron. Léo prit la parole depuis le siège conducteur. Elle veut toujours vous rencontrer. Elle a envoyé une autre lettre. Nathan ne répondit pas. Il se contenta d'observer Eva, son sourire, la paix qui se lisait sur son visage. Il avait tenu sa promesse pendant 20 ans. Il l'avait protégée quand elle en avait besoin. Et maintenant qu'elle était en sécurité, il resterait dans l'ombre. Il continuerait à la surveiller de loin. Il resterait le gardien silencieux qu'elle n'aurait jamais besoin de rencontrer. Parce que c'était ainsi qu'il l'aimait. Sans rien exiger, sans la posséder, sans s'immiscer, simplement en étant là, dans l'ombre, pour s'assurer qu'elle soit toujours heureuse. « Conduis », dit finalement Nathan. La voiture démarra, laissant derrière elle la rue tranquille. Mais avant qu'elle ne disparaisse complètement,
Ava leva soudain les yeux et se tourna vers la fenêtre. Elle ne pouvait pas voir la voiture. Elle ne pouvait pas voir Nathan, mais elle pouvait le sentir. Elle savait qu'il était là, quelque part, à la regarder, à la protéger, et elle sourit. Le sourire de quelqu'un qui sait qu'il n'est jamais seul. « Nathan », murmura-t-elle, sachant qu'il ne pouvait pas l'entendre. « Merci pour tout. » Le mal grandit dans le silence. L'amour se prouve par des actes, pas par de belles paroles. Et parfois, la personne qui veut votre mort est celle qui est allongée à côté de vous dans votre lit. Mais il y a aussi des gens cachés dans l'ombre, prêts à tout sacrifier pour que vous puissiez vivre. Ava a survécu non pas grâce à la chance, mais parce qu'il y a 20 ans, elle a semé une bonne graine qui est devenue une forteresse qui l'a protégée pour le reste de sa vie. Cette histoire nous enseigne que la gentillesse ne s'oublie jamais. Un petit geste de compassion peut changer toute la vie de quelqu'un. Et un jour, cela vous reviendra d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Continuez à croire en la bonté. Continuez à garder la foi. Et rappelez-vous toujours que même dans les moments les plus sombres de la vie, il y a des anges qui vous protègent discrètement. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les histoires émouvantes que nous partageons chaque jour. Nous voulons connaître votre avis. Qu'est-ce que cette histoire vous a fait penser sur la confiance, la trahison et l'amour silencieux? Avez-vous déjà eu quelqu'un qui vous protégeait sans que vous le sachiez? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.